Bonjour tout le monde. Donc on continue notre formation continue, cette fois-ci avec un thème très très intéressant qui fait aussi le quotidien du médecin généraliste. C'est le rôle du médecin généraliste dans les maladies, la maladie rénale. Donc avec nous, professeur Ntessar Hadia, professeur en néphrologie, professeur à la faculté de médecine de Oujda, auteure marocaine, et aussi présidente de l'association de soutien de l'insuffisance rénale de la région de l'Oriental. Professeur. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous à ce 14e congrès de médecine générale. Un grand merci aux organisateurs pour la qualité de l'organisation et bien entendu pour l'invitation, surtout à parler d'un thème qui est très très intéressant. Et il faut dire que ce thème et ce dont on va parler tout au long de cette présentation a été pensé pendant des mois. À travers les discussions que j'ai eues avec les différents collègues médecins généralistes lors de tournées réalisées dans différentes régions du pays. Alors je vais essayer d'y répondre de façon simplifiée. J'aurais souhaité que ce soit interactif, mais je ne pense pas qu'on ait le temps pour ça, et peut-être qu'on laissera les réponses à la fin, sauf pour le cas clinique. Alors, le médecin généraliste, comme vous le savez tous, il joue un rôle crucial dans tous les systèmes de santé de par le monde, et notamment dans notre pays. C'est l'interface entre le patient et, bien entendu, le reste du système. Et puis, la pratique de médecine générale, elle est très variée, comme vous le savez. Alors, il y a la pratique de ville au niveau des cabinets, au niveau des cliniques. Il y a également la pratique hospitalière, donc des services hospitaliers, au niveau des urgences, mais dans notre pays et dans quelques autres pays dans le monde, il y a des médecins généralistes qui gèrent des centres de dialyse et où ils sont amenés à faire des consultations où ils gèrent des maladies rénales. Donc, et là, bien entendu, ça attise un certain nombre de questions. Donc, quelles sont les pathologies qu'un médecin généraliste peut gérer? Jusqu'où il est habilité à gérer ces pathologies-là? Et puis, quand est-ce qu'il devra adresser le patient au médecin néphrologue? Après se pose la question, face à certaines situations cliniques, est-ce que le patient relève du néphrologue ou de l'urologue? Donc là, c'est ce qu'on va essayer. On va essayer de répondre à cela. Comme j'ai dit, ce rôle est très intéressant parce qu'en plus, la prévalence de la maladie rénale est en augmentation constante de par le monde et dans notre pays aussi, avec le vieillissement de la population, cette espérance de vie qui s'allonge, l'augmentation des prévalences des pandémies du diabète et de l'hypertension artérielle. Et donc, le médecin généraliste va avoir un rôle pour prévenir la prévention primaire, bien sûr, de la maladie rénale. Lorsqu'on contrôle correctement le diabète et l'hypertension artérielle, on prévient la progression, enfin l'installation et la progression de la maladie rénale. Il a un rôle dans le dépistage, comme c'est l'interface du patient avec le système sanitaire, il va avoir ce rôle de dépister la maladie rénale à partir de signes et symptômes qui, des fois, ne sont pas spécifiques. Donc voilà, et puis assurer le suivi. Donc il y a certaines régions, par exemple, où le médecin spécialiste, le néphrologue, il y a des endroits où le patient va être plus amené à consulter un médecin généraliste pour le suivi de la pathologie. Donc là, c'est tout à fait possible. Et puis même un certain nombre de complications. Donc pour mener à bien cette mission qui est assez compliquée, je dirais qu'il faut bien sûr connaître la maladie rénale et connaître les symptômes clés, les circonstances de découverte. Quelles sont les circonstances de découverte en pratique d'une maladie rénale, sachant que la pathologie rénale a une sémiologie clinique qui est très pauvre, c'est l'une des spécialités où la clinique est particulièrement pauvre. Notre sémiologie, elle est plus biologique. Donc, vous pouvez dépister une pathologie rénale chez un patient qui vous consulte pour un syndrome œdémateux. Ça, on va en parler.
dans le bilan de l'hypertension artérielle, parce que vous savez bien qu'explorer le rein fait partie du bilan minimal de l'OMS face à une hypertension artérielle. Devant une élévation de la créatinine, qu'elle soit aiguë ou chronique, là également c'est une circonstance de découverte. Devant une protéinurie ou une hématurie, on va en dire un mot, ou une anomalie morphologique rénale, un rein unique, rein kystique, rein en fer à cheval, ectopique, etc. Donc là, ce sont des circonstances, c'est ce qui va amener, soit ça va amener le patient à vous consulter, soit vous allez dépister cela suite à la prise en charge du patient. Alors, je présenterai des motifs de consultation, globalement les 4 motifs essentiels de consultation, l'œdème, protéinurie, hématurie, élévation de la créatinine. Alors, pour les 3 premiers, je vais en parler de façon beaucoup plus rapide et je vais m'attarder dans un scénario clinique sur l'élévation de la créatinine. Alors le motif de consultation pour lequel vous êtes sollicité, que ce soit en pratique de ville ou aux urgences, ça va être l'œdème. Alors l'œdème, face à l'œdème, la question qui se pose, est-ce qu'il relève de la néphrologie? Si oui, d'accord, est-ce que je dois l'adresser? Est-ce que tout œdème doit être adressé au néphrologue? Sinon, si ce n'est pas de la néphrologie que ça relève, quelle est la spécialité vers laquelle je devrais m'adresser? Alors, il faut savoir que l'œdème qui nous intéresse ici, lorsqu'on pense à la maladie rénale, c'est l'œdème qui est généralisé. C'est un œdème qui va être bilatéral, symétrique, blanc, c'est-à-dire qui n'est pas inflammatoire, qui n'est pas rouge, qui n'est pas bleu, comme c'est le cas dans d'autres types d'œdèmes. C'est un œdème qui est indolore, ça ne fait pas mal, et qui prend le godet. Lorsqu'on touche cet œdème, on va voir la marque du doigt qui, sur la peau, c'est ce qu'on appelle le godet. Alors ça, c'est l'œdème d'origine, on va dire, rénale, mais pas que. Il y a d'autres atteintes qui peuvent donner cet œdème qui est généralisé, par exemple l'atteinte cardiaque. Une insuffisance cardiaque droite ou une insuffisance cardiaque globale peut également donner des œdèmes qui sont bilatéraux, symétriques, blancs, indolores. L'œdème également d'origine hépatique. Dans les cirrhoses hépatiques, les insuffisances hépatocellulaires sévères peut donner également ce type d'œdème. Il y a une 4e situation clinique, c'est l'état de dénutrition. Donc lorsque vous recevez un patient, que ce soit aux urgences ou en consultation, donc cet examen clinique va d'abord vous orienter. Un patient qui est en insuffisance cardiaque, en général les dyspnéiques, vous avez des signes, le reflux hépatojugulaire, etc. Et puis tout un contexte, voilà, et déjà le CG, à l'écho-cœur, etc. Vous avez une idée, donc c'est assez facile à détecter et à déterminer. Pour le foie, pareil, vous pouvez avoir un patient ictérique, il a également un suivi, etc. Et donc, c'est assez clair. L'état nutritionnel, c'est un patient dénutri, altéré, puis le contexte clinique est assez parlant. Pour le rein, en général, il n'y a pas de signe clinique à part cet œdème. On peut avoir de l'hypertension artérielle qui accompagne cet œdème. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a 2 grandes situations dans la maladie rénale qui vont donner cet œdème. C'est soit une protéinurie massive, une protéinurie qui est importante dans le cadre du syndrome néphrotique. D'ailleurs, on parle de syndrome néphrotique lorsque la protéinurie dépasse 3 grammes par jour, c'est-à-dire que c'est abondant. Ou alors une autre situation clinique lorsqu'il y a une insuffisance rénale qui est sévère. Ça veut dire qu'un débit de filtration glomérulaire inférieur à 12 millilitres par minute. Et c'est à partir, excusez-moi, je touche le micro, c'est à partir de ce seuil où le rein va devenir dans l'incapacité d'éliminer l'excédent d'eau et de sel. Et c'est ainsi qu'il y a ce qu'on appelle l'état de surcharge qui va donner cet œdème. Donc l'œdème d'origine rénale, soit qu'il y ait une protéinurie qui est massive, soit qu'il y ait une insuffisance rénale qui est sévère. C'est ça ce qui donne cet œdème-là d'origine rénale. Parce que des fois, les collègues médecins généralistes vont nous envoyer un patient avec une protéinurie minime et ils nous disent, voilà, je pense que c'est rénal. On répond, une protéinurie qui est à 0,5, en général, elle n'a pas donné de l'œdème. Voilà, globalement. C'est ça l'idée. Et bien sûr, pour faire la part des choses, vous recevez un patient pour l'œdème, demandez une protéinurie, faites la bandelette déjà au cabinet,
quantifiés là par le dosage pondéral, que ce soit par la protéinurie des 24 heures qui va vous donner une idée sur la miction, sur la diurèse de la journée, et puis une créatinine pour avoir une idée sur le débit de filtration glomérulaire. Donc c'est ça, j'ai dit pour le cœur, le foie, le statut nutritionnel, c'est assez évident par rapport au contexte clinique. Il y a une autre situation qui est beaucoup plus rare, physiologique, moins grave, qui va donner des œdèmes, ce sont les jeunes filles ou les femmes en âge de procréer. Il y a certains cas où la femme va avoir des œdèmes avec ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Donc, autour de la période où elle va avoir ses règles, elle peut avoir des œdèmes des membres inférieurs. Ce n'est pas très important, mais elle va avoir cette sensation de chaussures serrées. Voilà, elle se sent... elle peut même avoir le godet. D'accord ? Et ce sont des jeunes filles qui vont consulter un peu partout. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est physiologique et qui ne requiert pas de traitement particulier. Donc ça, c'était la première situation, on va dire, pour laquelle on peut être sollicité, qui permet d'approcher la maladie rénale. La deuxième situation, c'est la protéinurie. Et là, pour ce motif de consultation, j'ai eu une demande particulière d'en parler et d'en déterminer les contours. Parce que la protéinurie, la question qui se pose, est-ce que c'est physiologique ? Est-ce que c'est pathologique ? À partir de quel chiffre je dois adresser ? À partir de quel chiffre est-ce que c'est sérieux ? D'accord ? Et est-ce que ça nécessite, toute protéinurie nécessite une biopsie rénale ? Donc c'est ça la discussion. Alors sachez que la protéinurie, elle ne devient pathologique qu'à partir d'un seuil de 150 mg par jour. 150 mg par jour, on est dans le pathologique. Mais il faudrait que, le physiologique, c'est moins de 150, à condition que l'albumine dans les urines soit inférieure à 30. Donc, la protéinurie physiologique, lorsqu'on est moins de 150, avec l'albumine inférieure à 30. Je peux avoir une protéinurie inférieure à 150, je peux dire que c'est physiologique. Mais attention, si l'albumine est à 70, on est dans une microalbe, donc c'est pathologique. Est-ce que vous avez saisi la nuance ? Voilà, c'est juste un rappel. Donc voilà, la microalbe, c'est en 30 à 300 mg par jour. Et ça joue un rôle très important dans le dépistage, bien entendu, de la néphropathie diabétique et des atteintes vasculaires rénales. Elle a un rôle, non seulement, elle nous permet de dire que le rein est malade, notamment au niveau glomérulaire, mais également c'est un marqueur d'atteinte cardiovasculaire. Donc un patient qui fait de la microalbuminurie, c'est un patient qui est à haut risque cardiovasculaire et c'est corrélé à la mortalité cardiovasculaire. Donc bien sûr, au-delà de 300, c'est-à-dire 0,3 mg par jour, on est dans la protéinurie, c'est une protéinurie qui est positive. Regardons un petit peu de plus près pour qu'on puisse bien comprendre les nuances. Alors, lorsqu'on parle de protéinurie et d'albuminurie, il y a une structure qui est très importante, c'est le glomérule. On sait que le glomérule fait partie du néphron, qui est l'unité structurelle du rein. Alors, elle est constituée par le glomérule, c'est ce que vous voyez ici. Ah, je peux... Ça, c'est ce que vous voyez, ça c'est le glomérule, d'accord ? C'est ça. Et il se continue par l'appareil tubulaire. L'appareil tubulaire, c'est ce que vous voyez. Alors, la première partie, c'est le tube proximal. Ici, vous avez l'anse de Henle, d'accord ? Puis vous avez le tube distal. Alors, le tube distal, il vient, le tube distal, ça. Alors ici, vous avez le tube distal, pardon, il est là. C'est en face du glomérule. Et avec le glomérule, il va constituer ce qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire. C'est ici où va être produite la rénine, qui joue un rôle important, bien sûr, dans la régulation tensionnelle. Le tube distal va se poursuivre par le tube collecteur. Donc ça, c'est l'ensemble, ça forme ce qu'on appelle le néphron, qui est l'unité structurelle du rein. Regardons de plus près ce glomérule. Alors ce glomérule, c'est une sphère. Voilà, c'est une sphère. Elle va être constituée par l'artériole afférente. Elle est là. L'artériole afférente, elle va apporter le sang au niveau du glomérule. En arrivant au niveau du glomérule et en le pénétrant, elle va se subdiviser
en capillaires. Il y a plusieurs capillaires ici qui jouent un rôle très très important dans la filtration. Alors ces capillaires vont former ce qu'on appelle le flocculus, c'est cette touffe capillaire, et puis ils vont se continuer par d'autres capillaires qui vont s'anastomoser et former in fine l'artériole efférente qui va être la sortie à ce niveau-là, il va y avoir la sortie du sang. Donc ce flocculus, c'est-à-dire ces capillaires ici, c'est là où va se passer la filtration glomérulaire. Ils sont tapissés parce que vous voyez ici en vert, c'est la membrane basale glomérulaire et cette membrane basale glomérulaire sur laquelle vont reposer l'une des cellules les plus volumineuses, je dirais, de l'organisme, qui sont le podocyte. Alors podocyte, membrane basale et capillaire, c'est ce qui forme la barrière de filtration. Et cet espace que vous voyez ici, c'est là où se produit l'urine primitive comme résultante de la filtration glomérulaire. Bien sûr, cette urine primitive, elle va subir des transformations en traversant la barrière, le tube, enfin les tubules rénaux. Il va y avoir des réabsorptions, des sécrétions, etc., jusqu'à avoir l'urine définitive qui en général varie entre 500 ml jusqu'à 3 litres. C'est ça ce qu'on va appeler la marge ou la fourchette qui est normale. Moins de 500, on est dans l'oligurie, moins de 200, on est dans l'anurie, et plus de 300, on est dans la polyurie. Alors voilà, ça c'est un zoom sur la barrière de filtration où se passe l'essentiel. C'est ce qui nous intéresse lorsqu'on parle de protéinurie, il faut qu'on comprenne ça. Voilà. Ici, c'est l'image de cette section au microscope électronique. Vous avez à l'intérieur l'endothélium. Il est fenestré. Alors cet endothélium, c'est le tissu du capillaire. Et puis au-dessus, vous avez la membrane basale glomérulaire avec ses 3 couches. Et ici, vous avez les pieds du podocyte, qui est cette cellule qui est volumineuse. Donc la barrière de filtration, c'est ces 3 couches-là. Donc bien sûr, cette barrière de filtration, elle est intéressante parce qu'elle va appliquer une restriction de taille et de charge pour la filtration glomérulaire. La restriction de taille, c'est-à-dire lorsqu'on a des molécules qui ont un poids moléculaire supérieur à 60 kg Dalton, ils ne pourront pas traverser cette barrière-là. Et il se trouve, les choses sont bien faites, il se trouve que ce poids moléculaire de 60 kg Dalton, c'est le poids moléculaire de l'albumine. C'est-à-dire que l'albumine ne peut pas traverser, et heureusement d'ailleurs, sinon on serait tous des nutris. Et puis il y a une restriction de charge. Tout ce qui est chargé négativement, comme la barrière est chargée négativement, ne pourra pas passer. Donc ça c'est un principe de filtration glomérulaire. Ainsi, cette protéinurie physiologique dont je vous ai parlé, qui ne doit pas vous inquiéter lorsque vous la trouvez sur les bilans, qui est inférieure à 150 avec moins de 30 mg d'albumine, c'est-à-dire en général sur les bilans vous avez 0,15 grammes par jour, c'est ça 150 mg. D'accord? De quoi est-ce qu'elle est faite? Eh bien on va trouver de l'albumine mais très très peu, ça doit être inférieur à 20 mg en général, ça c'est physiologique. C'est-à-dire vous savez que le débit de filtration glomérulaire normal, il est entre 90 jusqu'à 120 ml par minute. L'urine primitive, qui est un ultrafiltrat du plasma, ça ressemble exactement au plasma sans les éléments figurés du sang, c'est autour de 180 litres par jour. Imaginez si on n'avait pas de structure tubulaire, uriner 180 litres par jour, c'est mortel, bien entendu. Et puis, on sait très bien que dans l'organisme, la concentration plasmatique en albumine est de 40 grammes par litre. Au niveau des urines, on va avoir très 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 peu d'albumine qui passe. Alors mes étudiants posent la question, ils disent puisqu'il y a cette restriction, d'où provient cette quantité aussi minime soit-elle? Eh bien parce qu'on a 2 millions de néphrons et bien entendu il peut y avoir quelques néphrons qui ne sont pas tout à fait étanches. Il peut y avoir des anomalies au niveau sur ces millions, il peut y avoir quelques néphrons qui peuvent faire passer un peu d'albumine, mais ça ne doit pas dépasser les 20 mg. Au-delà de 30 mg, attention, il y a une maladie qui s'opère au niveau de ce rein. Il y a également la protéinurie d'origine tubulaire, et ça, c'est vraiment négligeable. Elle est faite de quoi? Elle est faite de débris cellulaires, tubulaires, c'est minime. Et puis, il y a une protéine qui est physiologique, que nous possédons tous, qui est au niveau de la branche ascendante large de l'anse de Henle. On l'appelle la mucoprotéine de Tamm-Horsfall. On a tous cette protéine qui est au niveau de l'anse de Henle.
Alors, elle joue un rôle physiologique très important. Elle nous protège des calculs, c'est pour ça qu'on ne fait pas de calcul qui veut. Et puis, elle nous protège de l'infection urinaire, à côté d'autres éléments protecteurs, bien entendu. Donc, cette protéine aussi, on peut en trouver des débris au niveau des urines. Ça, c'est la protéinurie qui est physiologique, ce n'est pas de l'albumine, là. C'est une protéinurie tubulaire. Et on peut également avoir quelques fragments d'immunoglobulines ou quelques immunoglobulines complètes. Mais tout ça, l'ensemble, ça va être autour de 100, 80, 100, mais ça ne dépasse jamais les 150 mg. Et donc, ce n'est pas inquiétant. Ce n'est pas détecté à la bandelette. Ça, ce sont des patients qui peuvent vous apporter ça sur le dosage pondéral. Vous pouvez rassurer votre patient. D'un autre côté, on a la protéinurie qui est pathologique. La protéinurie pathologique, vous allez la détecter à la bandelette urinaire. Vous savez qu'il y a une réaction colorimétrique qui ne détecte que l'albumine. Et c'est là le piège. Parce que imaginez un patient qui fait une protéinurie massive qui n'est pas faite d'albumine, et c'est le cas du myélome. Vous savez, dans le myélome, le patient peut uriner dans l'urine. La bandelette, elle est négative, mais vous demandez une protéinurie. Et là, vous trouvez une protéinurie qui peut être à 10 grammes, parce que ce n'est pas de l'albumine, ce sont des immunoglobulines ou des chaînes légères. La confirmation, bien sûr, des données de la bandelette, c'est le dosage pondéral, comme j'ai dit, sur les urines de 24 heures. Mais mieux encore, c'est lorsque vous demandez le rapport protéinurie sur créatinurie. Ça vous permet de vous dédouaner des écueils de la collecte urinaire qui n'est pas toujours parfaite. Donc là, je résume les situations cliniques pathologiques de protéinurie. Donc la norme voudrait que dans l'urine primitive, il y a très peu d'albumine, il y a des débris tubulaires avec la protéine physiologique et quelques débris d'immunoglobulines. Donc le tout, et ces éléments-là, cette albuminurie-là, elle va être réabsorbée au niveau tubulaire. Et donc ce qu'on va avoir, c'est très peu, c'est pas détectable, c'est la situation normale. On a une autre situation, c'est ce qu'on appelle la protéinurie de surcharge. C'est-à-dire que le rein, il est normal. Ce rein est normal, il fonctionne normalement. Mais on a une protéine de faible poids moléculaire qui peut passer librement à travers la barrière de filtration. C'est le cas des immunoglobulines ou des chaînes légères. Dans le myélome, ça c'est l'exemple type. D'ailleurs, c'est la protéinurie de Benz-Jones, c'est ce qu'on appelait la protéinurie de Benz-Jones. Donc, elle va traverser la barrière glomérulaire. Le tubule cherche à réabsorber et à réduire cette protéine, mais il est dépassé. Et d'ailleurs, très rapidement, ces chaînes légères sont toxiques pour les structures tubulaires. Donc, ça va entraîner ce qu'on appelle la néphropathie à cylindre myélomateux. Donc, c'est la situation de protéinurie par surcharge où le rein n'est pas coupable, mais il va être dépassé et va devenir victime de ces immunoglobulines. Lorsqu'on parle de protéinurie pathologique en général en pratique, c'est celle du milieu, la situation où il y a une anomalie de la membrane basale, de la barrière de filtration glomérulaire. Alors cette anomalie peut être fonctionnelle, c'est-à-dire une barrière de filtration qui a perdu ses charges négatives, c'est le cas d'un certain nombre de pathologies, ça peut être héréditaire, il y a différentes situations. D'ailleurs, c'est le syndrome néphrotique de l'enfant, donc on parle d'une atteinte fonctionnelle, ou alors cette barrière de filtration a été déchiquetée, a été détruite. Il y a un processus inflammatoire, il y a un processus infectieux, viral, etc. Et on peut avoir une lésion, cette barrière de filtration est désorganisée de façon architecturale, et donc il y a le passage de protéines de façon très importante. C'est l'atteinte glomérulaire, et donc là on va avoir l'albumine, et ça donne ce qu'on appelle le syndrome néphrotique, et c'est la situation clinique où on va avoir une protéinurie massive. Il y a la protéinurie tubulaire, elle est minime, parce que ce ne sont que des débris, la barrière de filtration fait bien son travail, joue bien son rôle, et donc il n'y a pas d'albumine, il y a très peu il y a des débris tubulaires, ça on va le voir lorsqu'il y a des anomalies du tubule, des nécroses tubulaires, etc., mais c'est minime. Et puis, par sécrétion, elle est physiologique. Ça, c'est physiologique. Si on trouve la protéine de Tamm-Horsfall, ce n'est pas du tout inquiétant. Donc, ce n'est même pas détectable, là aussi, à la bandelette urinaire, et ça rejoint la situation physiologique. C'est bon pour la protéinurie ? Physiologique, pathologique, ce qui nous embête le plus, c'est le glomérulaire. On arrive à l'hématurie. C'est le troisième motif de consultation. Face à une hématurie, bien sûr, vous recevez des patients, ils viennent vous parler de ça. Alors, il y a la protéinurie que le patient vous rapporte. Et en général, il est anxieux, il vient vous voir, j'ai uriné du sang, parce que c'est assez impressionnant quand même. C'est macroscopique, mais très souvent, vous demandez un ECBU, parce que maintenant, l'hématurie, elle est plus vue
à l'ECBU. On ne va pas demander le compte d'Addis ou les choses qu'on demandait avant. Maintenant, la bandelette urinaire d'abord et le CBU, ça nous donne un aperçu sur le sédiment urinaire. Alors, l'une des questions, quand est-ce que je dis qu'une hématurie est pathologique? D'accord? Quand est-ce que je peux dire ça? Eh bien, moi d'abord, je pose la question aux patients et tout, est-ce que cet ECBU a été fait au repos? Des fois, nous, on demande le CBU, c'est plus pour voir est-ce qu'il y a une infection urinaire ou pas. Ce n'est pas pour explorer le sédiment. D'accord? Mais gardez à l'esprit qu'un ECBU, pour qu'il nous informe sur le sédiment et sur la véracité de l'hématurie, il faudrait qu'il soit fait au repos, c'est-à-dire la veille, il n'y a pas eu d'exercice physique intense, pas de rapport sexuel. Là aussi, ça peut biaiser l'interprétation de l'hématurie. Et puis, on parle d'une hématurie pathologique lorsqu'on a un taux d'hématie qui est supérieur à 10 000 hématies par millilitre. 10 000 hématies par millilitre. Si le laboratoire vous donne les résultats en champ ou par millimètre cube, c'est 10 hématies par champ ou 10 hématies par millimètre cube. Donc c'est ça le seuil du pathologique. Des fois, il y a des collègues qui adressent des patients, le patient est à 5 000. 5 000, ce n'est pas pathologique. 5 000 hématies par millilitre, ce n'est pas pathologique. Rassurez votre patient, surveillez à la limite, mais ce n'est pas pathologique. Voici les seuils. Et puis, une chose qui est très importante, on ne peut pas interpréter une hématurie alors que le patient a une infection urinaire en cours ou vient de sortir d'une infection urinaire. D'accord? On interprète à distance d'une infection urinaire qui peut, là aussi, biaiser. Il peut y avoir d'autres situations, un patient qui a une tumeur, un patient qui a une lithiase, etc. Donc là, ça permet de biaiser un petit peu le raisonnement. Bien sûr, je parle d'un point de vue néphrologique, on verra la différence. Se pose une autre question. Est-ce que l'hématurie est réelle ou pas? Alors là, on sait qu'il y a des aliments chez certaines personnes, pas tous. Il y a des aliments qui vont colorer les urines en rouge. La betterave, certaines personnes vont avoir des urines colorées en rouge après consommation de la betterave, des choux rouges. C'est possible. Il y a certains médicaments, par exemple l'isoniazide, la rifampicine. On a les patients qui sont sous traitement antibacillaire qui peuvent avoir des urines colorées. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut d'abord, face à l'hématurie, éliminer ces circonstances-là. Il y a des hématuries qui ne sont pas réelles. Par exemple, lorsque l'urine n'est pas faite de sang, mais c'est plus l'hémoglobine ou la myoglobine. Alors la myoglobine, c'est dans le cadre des rhabdomyolyses. Le contexte est assez évident, bien entendu. Et l'hémoglobinurie paroxystique nocturne peut également fausser, il ne s'agit pas d'hématurie. La quatrième question qui se pose, est-ce que c'est au néphrologue que je l'adresse? Est-ce que c'est à l'urologue? Des fois, les collègues appellent au téléphone, est-ce que ça relève de vous ou j'envoie chez l'urologue? Eh bien, on a des éléments d'orientation. Bien sûr, pour les causes néphrologiques, bien sûr, une hématurie avec une cause néphrologique va se discuter la biopsie rénale. Là aussi, ce n'est pas systématique. Si le patient présente une protéinurie qui est pathologique avec l'hématurie, et attention, là aussi, il y a un piège. D'ailleurs, je dis toujours aux médecins, faites attention. L'hématurie en soi, s'il y a un saignement, notamment l'hématurie macroscopique, peut biaiser la protéinurie parce que ça peut augmenter faussement la protéinurie. D'accord? Il y a ça. Un patient qui est protéinurique, des cylindres, la présence de cylindres hématiques. C'est quoi le cylindre? Le cylindre, c'est lorsqu'on a un cylindre hématique, ça veut dire que le sang provient du glomérule. C'est-à-dire que les globules rouges ont traversé le glomérule, ils sont déformés d'ailleurs parce qu'ils ont eu du mal à se frayer un chemin à travers la barrière de filtration, alors que normalement ils ne passent pas. Et donc ces globules rouges, au niveau tubulaire, ils ont croisé la mucoprotéine de Tamm-Horsfall et ils ont eu il y a ce cylindre qui s'est formé. Donc imaginez le cylindre, il est fait de la protéine de Tamm-Horsfall qui est physiologique et du sang. Donc chaque fois qu'on nous dit qu'il y a un cylindre hématique, on est dans une atteinte glomérulaire. C'est néphrologique. Et puis, bien sûr, si notre patient a des œdèmes et hypertendu, c'est un contexte néphrologique. Donc avec ça, ça relève du néphrologue. Et en général, ça requiert une biopsie rénale. Il y a une situation, on a de l'hématurie microscopique isolée, les avis varient concernant sa gestion. En général, on ne la biopsie pas parce que ça ne va pas déboucher sur un traitement, mais on va plus surveiller. Aussi, l'hématurie néphrologique n'est pas caillotante.
à la différence de l'hématurie urologique qui, elle, est caillotante. Pour l'urologie, le patient que vous allez envoyer vers l'urologue, c'est celui qui a des douleurs lombaires, que ce soit unilatérales ou bilatérales, des signes fonctionnels urinaires. Lui n'est pas protéinurique parce que la pathologie elle est plus urologique. Et en général, ils ont des hématuries macroscopiques. En général, on peut avoir de l'hématurie microscopique lorsque c'est une tumeur débutante, c'est possible. Mais globalement, c'est ça ce qui nous permet de faire la part des choses et surtout l'aspect caillotant. Lorsqu'il vous dit « je fais de l'hématurie », c'est caillotant, attention, c'est plus urologique. Voilà, ça c'était pour les 3 motifs de consultation dont je voulais vous parler brièvement. Et j'arrive au cas clinique pour le 4e et dernier motif de consultation qui est en fait l'élévation de la créatinine. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent. Alors, regardons ensemble ce cas clinique réel, géré là aussi par un médecin généraliste qui a communiqué avec l'équipe de néphrologie. Donc, c'est un patient de 75 ans qui habite à Zagora. Alors, à Zagora, à cette époque, du moins, il n'y avait pas de néphrologie. Il n'y avait pas de néphrologue. Donc, c'est un médecin qui a géré ce patient en bonne et due forme. On verra l'évolution. Donc, le motif de consultation, c'était une asthénie. Et le docteur, il trouve une élévation de la créatinine. Voilà, dans les antécédents du patient, il est hypertendu depuis 10 ans, mal équilibré, une insuffisance rénale modérée découverte il y a 18 mois. Il a une cardiomyopathie dilatée de découverte récente et à l'examen clinique, il est hypertendu à 149/95, léger œdème des membres inférieurs. À la bandelette urinaire, le médecin trouve une croix de protéinurie. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, une croix est autour d'1 gramme. D'accord, 2 croix autour de 2 grammes, 3 croix, ça peut tout être. 3 croix, 3 grammes, 4 croix, ça peut tout être jusqu'à 30. D'accord, ça peut tout être. Alors, pas de sang, pas de leucocytes, pas de nitrite. Il a quand même de discrets signes d'insuffisance ventriculaire gauche, il est un peu asthénique, un peu essoufflé. Au bilan, il y a une créatinine à 38 mg par litre, glycémie à jeun à 1,03, LDL à 1,6 g par litre, quand même, et des reins de taille limite. Je rappelle que la taille normale des reins, c'est 12, 6, 3. 12 de longueur, 6 de largeur, 3 d'épaisseur corticale. Lorsque je dis taille limite, c'est entre 9 et 10. C'est pas petit, mais c'est limite. Il faut garder à l'esprit aussi qu'avec l'âge, il y a une atrophie qui est physiologique. Alors la question qui se pose ici, s'agit-il d'une maladie rénale chronique? Alors j'insiste sur ce cas, à travers lui on va explorer une grande partie de la néphrologie parce que c'est également le vécu. Alors s'agit-il d'une maladie rénale chronique, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que la maladie rénale chronique? Donc dans maladie rénale chronique, il y a d'abord un timing, ça dépasse les 3 mois, d'accord? Sachez que la maladie rénale chronique, c'est toute altération, d'accord, qu'elle soit fonctionnelle, structurelle, morphologique, biologique, etc., qui dépasse les 3 mois. Un patient qui a un rein unique, même si tout est correct, c'est considéré une maladie rénale chronique qu'il faudra surveiller et prendre au sérieux. D'accord, un patient qui a des kystes rénaux, ça aussi c'est une maladie rénale chronique, parce que c'est une anomalie morphologique, anatomique, qui dure plus de 3 mois. On ne parle d'insuffisance rénale chronique, proprement dite, que lorsque le débit de filtration est inférieur à 60 ml par minute. D'accord, ça c'est le stade 3 de la maladie rénale. Et sachez que la maladie rénale chronique, on parle de ce terme-là parce que c'est une détérioration progressive, permanente et irréversible. Lorsqu'on arrive à un stade, il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Sauf bien entendu ce qui est un facteur d'acutisation sur lequel on peut agir et arriver à ce qu'on appelle le nadir de créatinine, la créatinine de base. Donc notre patient a une maladie rénale depuis plus de 18 mois, déjà il y a les critères de maladie rénale chronique. Et bien sûr, pour pouvoir estimer son débit de filtration, on a différents moyens de le faire. Il y avait la formule de Cockcroft et Gault qu'on a utilisée depuis très très longtemps, qui n'est plus d'actualité parce qu'elle dépend du poids et on sait très bien qu'elle va être rapidement limitée lorsqu'il s'agit des poids extrêmes, que ce soit le patient dénutri ou le patient obèse ou les âges extrêmes. Donc elle n'a pas de valeur. Maintenant, elle n'est utilisée que par les sites et les plateformes d'ajustement thérapeutique, par exemple le Vidal, le Dorose, etc., le GPR. Ils continuent parce que la plupart des études étaient faites avec cette formule-là. Mais en pratique clinique, on ne l'utilise plus.
Maintenant, il y a deux formules. Il y a le MDRD et le CKD-EPI. Le CKD-EPI, c'est celui qui est recommandé. Mais pour utiliser CKD-EPI, il faudrait que la créatinine que vous avez sous les yeux, que le patient vous apporte, soit mesurée par technique enzymatique standardisée. Très peu de laboratoires, maintenant on commence à avoir des laboratoires au Maroc qui font cette mesure enzymatique standardisée, mais la plupart utilisent le Jaffe colorimétrique, qui est également bien, sauf que lorsque la créate n'est pas enzymatique standardisée, on ne peut pas avoir accès au CKD-EPI. D'accord ? La MDRD, c'est celle qu'on utilise le plus souvent et en pratique. Vous allez sur Google, elle est free, ça vous le savez tous. Sur Google, vous mettez MDRD CKD-EPI Société de Néphro et vous avez la formule, vous entrez la créatinine du patient, le sexe, l'âge, la créatine enzymatique ou pas, et puis africain, américain, c'est-à-dire est-ce qu'il est de race noire, ou non-african, c'est-à-dire caucasien. Vous avez, parce qu'il y a des ajustements en fonction du groupe ethnique. Et puis vous avez le débit de filtration glomérulaire. Sachez que MDRD, ce qu'elle va avoir comme limite, c'est le sujet âgé ou très âgé. Elle est un petit peu, elle perd de sa précision, ou lorsqu'on est vers les valeurs qui sont normales. Chaque fois qu'on s'approche des valeurs normales, MDRD perd un peu de sa précision, et c'est CKD-EPI qui serait plus précise dans ces situations-là. Alors, chez notre patient, lorsqu'on a calculé le DFG par MDRD, il était à 17 millilitres par minute. C'est quel stade ? 4. Alors voilà, on a 5 stades. Le stade 1, c'est la maladie rénale. On peut avoir un débit de filtration qui est correct. Entre 90 à 120, il peut être correct. Et c'est le patient qui peut avoir des kystes rénaux, une hématurie, une protéinurie, etc., alors que le DFG est correct. Le stade 2, c'est une insuffisance rénale, on va dire, légère. C'est entre 90 et 60, mais c'est moins de 60, où on va parler d'insuffisance rénale modérée, c'est divisé en deux. Et il y a le 3A, où c'est entre 45 et 60. Et là, le pronostic est proche des premiers stades. Et puis, les choses commencent à se corser à partir du stade 3B, où c'est entre 44 à 30, et le pronostic est proche des stades 4 et 5. Donc 5, c'est terminal, moins 15. Sévère, c'est le stade 4, c'est entre 29 et 15. Notre patient est à 17, donc c'est un stade 4, comme on l'a dit. Alors, lorsque vous recevez des patients en consultation, une question se pose, est-ce que mon patient a un risque de faire une maladie rénale ou pas ? Globalement, la plupart des patients maintenant, avec le vieillissement de la population et les pandémies dont j'ai parlé, sont à risque. Quels sont les sujets à risque ? C'est lorsqu'on a un antécédent familial ou personnel de néphropathie, d'accord ? Notamment une néphropathie héréditaire familiale. Le diabète et l'hypertension, ça vous le savez bien. Une maladie auto-immune, surtout si cette maladie est connue pourvoyeuse d'atteinte rénale. L'âge. Avec l'âge, il y a le risque. Au-delà de 60 ans, il faudra faire quand même surveiller et dépister, de la même manière qu'on doit surveiller et dépister le diabète et l'HTA. La créatine doit figurer sur les bilans de ces patients. Un antécédent d'insuffisance rénale aiguë, quelqu'un qui aurait fait de l'insuffisance rénale aiguë à une période de sa vie, est à risque de faire de la maladie rénale chronique. Une atteinte rénale actuelle, même si le DFG est normal, à tout moment, les choses peuvent progresser. Alors, chez notre patient, quels sont les facteurs de risque qu'il présente ici ? L'HTA, oui, alors il y a l'HTA, il y a l'âge, et il y a la maladie rénale actuelle. Il a une insuffisance rénale, une maladie rénale chronique. Quelles sont les causes de la maladie rénale ? Donc, au Maroc en général, parce que maintenant le Maroc c'est calqué, on va dire, d'un point de vue épidémiologique, à ce qui se passe dans les pays développés en termes de pandémie du diabète et de l'hypertension qui arrivent en premier. Alors que, par exemple, dans l'Afrique subsaharienne, c'est plus les maladies infectieuses, les glomérulonéphrite post-infectieuses ou infectieuses carrément, les mésangiopathies. C'est ça ce qui va donner les maladies rénales. En troisième lieu, on a au Maroc, et ça c'est une particularité marocaine, c'est la lithiase. La lithiase envoie les patients en dialyse. Malheureusement, il y a des lithiases coralliformes, les lithiases sont mal gérées, mal prises en charge, et donc c'est un vrai problème. Et puis les autres, mais on reste avec une grande proportion qui est indéterminée. Alors notre patient, c'est plus l'HTA
qui est responsable, qui cause la maladie rénale chez lui. Alors une fois qu'on a toutes ces connaissances-là, quelle est la conduite à tenir devant une créatinine qui est élevée? Comment gérer de façon pratique cette créatinine? D'abord, il faudra affirmer qu'on est face à une insuffisance rénale, ça c'est assez simple, c'est le dosage de la créatinine et le débit de filtration glomérulaire. Je tiens à préciser une chose pour le débit de filtration glomérulaire, il n'a aucun sens dans les situations aiguës. D'accord? Débit de filtration, c'est chez le chronique. Parce qu'un patient, par exemple, qui fait, je donne un exemple, il a, par exemple, un calcul au niveau de la vessie qui bloque la vessie. Le patient n'urine pas. Le débit de filtration, c'est 0. Est-ce que ça veut dire que mon patient est terminal? Non. D'accord? Donc ça, c'est juste pour illustrer un peu. Le débit de filtration glomérulaire requiert une stabilité, une phase de plateau pour qu'on puisse apprécier le degré de la maladie rénale. Bien sûr, les circonstances découvertes, ça peut être fortuit. On peut découvrir une créatinine élevée fortuitement et c'est ce qui vous arrive dans vos consultations. La deuxième chose, c'est affirmer son caractère chronique. Pour ça, on a la chronologie. Alors, un patient qui est suivi depuis longtemps, oui, au-delà de 3 mois, on est dans quelque chose de chronique. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, mais on reçoit des patients où c'est la première fois. Moi, je vois le patient, je n'ai aucune idée sur ses antécédents. Il n'a jamais fait de créatinine auparavant. Comment savoir? Eh bien, lorsqu'on ne sait pas, on considère que c'était normal. Chaque fois, tout patient, lorsqu'on le voit en consultation, toute insuffisance rénale, on la considère aiguë jusqu'à preuve du contraire. Parce que l'inverse serait très grave. Condamner quelqu'un à la chronicité alors qu'il est aigu, qu'il peut être traité, géré, c'est quand même dommage. La taille des reins, alors la taille des reins, j'ai parlé tout à l'heure de la taille normale 12,6,3. Avec la chronicité, les reins s'atrophient. Ils perdent de leur différenciation lorsque vous regardez à l'échographie. Et je pense que la plupart d'entre vous pratiquez l'échographie. Vous ne faites pas la différence entre la corticale et la médulaire. Cette dédifférenciation, c'est-à-dire on ne voit plus est-ce que c'est cortical, médulaire, c'est la même couleur, la même écogénicité, ça devient écogène, d'accord? À ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a de la fibrose. C'est un processus de fibrose et les reins se rétractent. Ceci dit, il y a des exceptions, il y a des situations cliniques où le patient ne va pas rétracter ses reins, et c'est logique. Un patient qui a une polykystose rénale, il a de gros kystes, le rein ne se rétracte pas. Un patient, par exemple, qui a des maladies hypertrophiantes, par exemple, le diabète. Vous savez que dans le diabète, le rein s'hypertrophie. D'accord? Et donc, même en arrivant au stade chronique, il ne se rétracte pas. Il y a également la mylose, où il y a des dépôts amyloïdes. Le rein ne se rétracte pas. Et puis, il y a des critères biologiques en faveur de la chronicité, c'est l'anémie. Et, bien sûr, l'hyperparathyroïdie, on la verra plus en détail, avec l'hypocalcémie. Un patient va présenter une anémie normochrome normocytaire. Vous allez avoir une hémoglobine, bien sûr, qui est basse, c'est l'anémie. Et en même temps, vous allez avoir un VGM, le volume globulaire moyen, qui est inférieur à 80, le CCMH, la chromie, qui est inférieure à 32. Donc là, vous êtes dans quelque chose qui est normal, en fait. La chromie est normale. Et donc, c'est normochrome normocytaire, d'accord, et arégénératif. Le taux de réticulocytes est bas. Donc c'est ça l'anémie qui est d'origine rénale avec une hypocalcémie. Ça, c'est en faveur de la chronicité. La troisième des choses, le patient vous dit, lorsque vous lui dites il y a une insuffisance rénale, que c'est chronique, et vous savez très bien, comme je disais, le médecin généraliste joue ce rôle crucial. En général, les patients ont confiance en vous. D'accord? Vous êtes cette interface, peut-être que le patient, vous le connaissez depuis longtemps, peut-être que vous le suivez pour d'autres pathologies. Il va vous dire, est-ce que c'est grave, docteur? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que je serai en dialyse? Et puis c'est très perturbant pour le patient, ce type de diagnostic ou ce type d'annonce. Donc il vous dit, est-ce que c'est la dialyse? Est-ce que c'est... Là, il faut avoir une idée sur le profil évolutif. Une petite insuffisance rénale fonctionnelle parce qu'il a eu des diarrhées ou des vomissements, ce n'est pas la même chose qu'une pathologie qui est évolutive. Donc, il faut avoir une idée. Donc, bien sûr, déjà, la clairance, la créatine vous permet de situer le patient. Est-ce qu'il est terminal? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et puis, le type de la maladie. Le type de la maladie, s'il s'agit, par exemple, d'une glomérulonéphrite qui est sévère ou d'une atteinte vasculaire, etc. Et là, ça suppose, bien entendu, que vous travaillez en parallèle avec le néphrologue et vous avez une idée sur la pathologie. Vous pouvez dire, par exemple, l'atteinte glomérulaire ou vasculaire, elle évolue très rapidement, et même le diabète, vers le stade avancé si les précautions ne sont pas mises en place. Et puis, il y a également des facteurs surajoutés, des facteurs aigus,
qu'il faudra éliminer pour voir plus clair dans ce débit de filtration. C'est d'abord la déshydratation, l'hypoperfusion rénale. Un patient qui est sous-diurétique. Des fois, on met le patient sous-diurétique et on l'oublie. D'accord? Ça, c'est ce patient qui va se déshydrater, qui va altérer, bien entendu, ses reins. Et bien sûr, c'est réversible une fois que le patient est bien hydraté. Les médicaments à effet hémodynamique, ça, on le voit de plus en plus parce que les patients sont âgés, ils vont voir le rhumato-traumato qui va donner des anti-inflammatoires parce que le patient a mal. Dans le même temps, il est sous bloqueur du système rénine. On sait très bien que cette association ne fait pas bon ménage. D'accord? L'obstacle, une tumeur ou une lithiase, etc. Une fois qu'on fait la dérivation urinaire et qu'on compense les pertes, le patient peut gagner des points en termes de créatinine. Les produits toxiques qui sont à éviter. Donc là aussi, le patient peut être sous médicament qui est néphrotoxique. Ça, on voit des fois des patients qui arrivent d'oncologie, il a un traitement qui est néphrotoxique, on peut demander à changer le traitement et les choses s'améliorent. Il y a également des pathologies surajoutées, l'hypertension mal équilibrée ou la pyélonéphrite aiguë. Donc, par la suite, on va voir le retentissement. Le retentissement, c'est le syndrome urémique, c'est les toxines urémiques qui s'accumulent, qui donnent des nausées, vomissements, asthénie, etc. L'hyperkaliémie, bien sûr, qui peut être mortelle avec ses effets cardiaques. L'hypocalcémie et l'hyperphosphorémie. Donc là, c'est ce que je disais. On va faire un petit zoom rapide, parce que là, on est pris par le temps, d'après ce qu'on me dit. Il nous reste 4 minutes. Il me reste combien? 4 minutes. Rapidement. Donc, l'hypertension, les troubles minéraux osseux et l'anémie. Donc, je passerai à l'essentiel. Il faut savoir que... J'arrive ici. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est pour résumer toutes les autres slides. Donc, on sait très bien qu'au niveau du rein, il y a l'hydroxylation, la deuxième hydroxylation de la vitamine D pour donner la vitamine D active. Et donc, lorsque le rein est fibreux, malade, avec la maladie rénale chronique, il y a un déficit en vitamine D active, et puis le patient ne s'alimente pas bien, et même, donc il va même y avoir une carence en 25-OH vitamine D. Par la suite, le rein est dans l'incapacité d'éliminer le phosphore déjà à partir du stade 3, et donc il y aura une hyperphosphorémie, et le phosphore complexe le calcium, et avec le déficit en vitamine D, il y a même le calcium qui est bas. Et tout cela va entraîner la stimulation des parathyroïdes pour produire la PTH. C'est ce qui donne l'hyperparathyroïdie secondaire. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un peu ce que ça donne, mais on peut avancer. Donc, qu'en est-il rapidement du rôle dans le traitement? Donc, le traitement de la néphropathie causale relève du médecin néphrologue. Le médecin généraliste va avoir un rôle également dans le ralentissement de la progression et certaines complications, et puis préparer le patient, lui expliquer ce qu'est le traitement de suppléance. Le traitement conservateur de la maladie rénale, le rôle du médecin généraliste, c'est le contrôle tensionnel en ciblant des chiffres tensionnels inférieurs à 130/80. C'est une nouvelle recommandation, on en parlera l'après-midi, en privilégiant le blocage du système rénine. Éviter les médicaments néphrotoxiques, anti-inflammatoires, antibiotiques toxiques, produits de contraste iodés, etc. Et puis, ça va être plus traité en milieu spécialisé. Donc, je passe rapidement par la suite pour vous dire, excusez-moi, je reviens rapidement au cas de notre patient. Il a aggravé sa fonction rénale après 9 mois plus tard, suite à un épisode de gastroentérite et une fibrillation auriculaire. Donc, il s'est retrouvé avec un DFGA9, avec des signes d'urémie, donc il est arrivé au stade 5. Et à ce moment-là, se discute le traitement de suppléance. Voilà. Il y a 3 méthodes de suppléance. Il y a la dialyse, l'hémodialyse et la transplantation idéalement. Et en général, le patient il est suivi par son médecin généraliste et des fois, il va demander conseil auprès du médecin généraliste. Qu'est-ce qui est préférable dans mon cas? Le message à dire, c'est que ce sont des techniques qui sont complémentaires et non concurrentielles. Idéalement, c'est d'aller vers la transplantation rénale. Donc notre patient, comme il habitait Zagora, qui n'avait pas de centre de dialyse, donc il a été conseillé par son médecin généraliste d'opter pour la dialyse péritonéale.
péritonéale qui se fait à domicile. Et c'était ça. Je termine par cette slide qui résume le rôle du médecin généraliste. Quand adresser le patient au néphrologue? Eh bien, lorsqu'il y a une insuffisance rénale aiguë qui est sévère, lorsqu'il y a un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30, là c'est impératif, parce que commencent les complications sérieuses. Lorsqu'il y a une protéinurie supérieure à 0,5, parce que se discute la biopsie rénale et la gestion de la néphropathie de façon spécifique, une hématurie. Là aussi, ça peut cacher une néphropathie à IgA, des basalopathies, etc. Des lithiases, notamment les lithiases récurrentes, et la néphropathie héréditaire. Je vous remercie. Merci à vous, professeur. Donc, sans tarder, on passe aux questions. Oui, docteur. Allah yakhlik. Vous pouvez... J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Non, non. Merci. Merci, professeur, pour la qualité de votre présentation. Je demande la fiabilité de l'échantillonnage par rapport à la protéinurie de 24 heures. Et deuxièmement, les objectifs dans la surveillance de la maladie rénale chronique, du fer, du calcium, de la PTH, si possible. Très bien. Merci. Je suis passée rapidement sur ça après, mais bon. Alors, pour la fiabilité, ce qui est plus fiable, c'est l'échantillon. Parce que là, il n'y a pas les écueils de la collecte urinaire. Les patients, des fois, on leur demande de faire la collecte des 24 heures. Ça nous embête, surtout dans l'étude des lithiases. D'accord, le bilan métabolique de la lithiase, on lui demande 24 heures et c'est jamais 24 heures, soit moins, soit plus. Et ça fausse beaucoup le raisonnement. Maintenant, dans la protéinurie, c'est intéressant d'avoir les 24 heures, ne serait-ce qu'une fois, pour voir le volume urinaire, mais ce qui est plus fiable, c'est cet échantillon-là, c'est le rapport protéinurie sur créatinurie. Pour les objectifs en termes de calcium, vous parlez bien entendu de l'insuffisance rénale à partir du stade 3. Eh bien, le calcium, ce sont les valeurs normales du laboratoire, le phosphore, les valeurs normales du laboratoire, et le PTH, 2 à 9 fois la valeur normale du laboratoire avec une même trousse. D'accord? 2 à 9 fois pour la PTH, ça va entre 150 jusqu'à 550. D'accord? C'est le taux de PTH qui va permettre au rein d'essayer d'éliminer le phosphore, qui va permettre le turnover osseux proche de la normale. D'accord? La ferritine, entre 200 à 500 et plus vers 500. D'accord? Mais pas beaucoup plus, parce qu'il y a le souci de tomber dans l'hémochromatose et l'excès, la surcharge en fer. Dernière question. Oui. Merci, professeur, pour votre brillante présentation. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est les signes du vieillissement rénal entre le normal et le pathologique. Et pour les patients âgés, dénutris, chez qui l'apport protéique, l'augmentation de l'apport protéique est recommandée, ces patients, quand ils sont en insuffisance rénale, est-ce que c'est un échec hémat? Est-ce qu'on a des solutions ou pas? C'est-à-dire que normalement, on doit baisser l'apport protéique, mais d'autre part, le patient est dénutri, il a une sarcopénie qui aggrave sa fragilité. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Brillante question. Ça, c'est d'ailleurs, je viens de faire une présentation sur le statut nutritionnel dans le cas de la maladie rénale. Et en fait, c'est vrai que à partir c'est-à-dire dans le stade terminal, lorsqu'on est dans la préservation, c'est-à-dire on est dans la néphroprotection, on ne veut pas que le patient arrive en dialyse, on va réduire l'apport en protides, notamment l'apport en viande rouge, etc. On va cibler quelque chose comme 0,8 grammes par kilo par jour. Sauf que lorsque le patient est malade ou lorsque le patient est en état de dénutrition, d'accord, on ne peut pas appliquer cette règle, on va plus aller vers le 1 gramme, voire 1,2 grammes par jour, même jusqu'à 1,3 grammes par kilo par jour. D'accord? Chaque fois qu'on est dans l'aigu, ce n'est pas possible parce que la dénutrition est encore plus grave et c'est plus mortel que l'atteinte rénale en soi. D'accord. Merci beaucoup, professeur انتصار. الموضوع شيق والحديث شيق وخصوصا معك.